BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et c'est l'optimisation fiscale qu'on va vous parler. Et Cédric, on a un petit peu aussi parlé avec ses experts depuis le colloque FIDroit. L'optimisation fiscale va-t-elle devenir plus difficile à mettre en œuvre? Ça vous concerne tous. Plus difficile aussi à conseiller aux particuliers. On va en parler avec Benoît Lombard. Benoît Lombard, c'est mieux, hein, associé gérant de Vitam MFO. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business. La Commission européenne ne s'attaque plus qu'aux fraudeurs, ceux qui se mettent en dehors de la légalité pour échapper à l'impôt. Désormais, ceux qui les conseils seront aussi poursuivis. Consultants, banquiers, avocats qui délivrent des conseils d'optimisation fiscale sont en tout cas dans le collimateur de la Commission européenne. Oui, la Commission a proposé un projet, a annoncé qu'elle proposerait un projet de dispositif qui vise à sanctionner effectivement les intermédiaires qui conseillent des particuliers ou des entreprises, mais des particuliers aussi, donc dans le cadre d'une stratégie fiscale un peu trop agressive à ses yeux. La Commission sévira donc contre les intermédiaires qui aident les sociétés ou les individus, fortunés, moins fortunés, à mettre en place des schémas d'évasion. C'est ça l'idée en gros? L'idée, alors il faut quand même distinguer l'optimisation fiscale, qui n'est pas répréhensible en tant que telle, de l'évasion et de la fraude fiscale, qui elles sont répréhensibles à des degrés différents, puisque la fraude étant, ce qui est le plus sanctionnable, puisqu'il y a souvent des sanctions pénales. Non, là, la Commission propose un texte qui sera en discussion, puisque l'application de ce texte a été proposé le 21 juin dernier. Il va faire l'objet de discussion et il visera donc tous les intermédiaires qui, préalablement, j'entends bien, préalablement à ce que le dispositif d'optimisation fiscale agressif, j'entends bien, agressif, donc soit appliqué. L'idée c'est quoi? C'est de renforcer la transparence? C'est punitif, mais l'idée c'est d'abord de renforcer cette transparence. Oui, alors on peut essayer de mettre ça dans un contexte un peu plus global. On a FATCA aux États-Unis avec l'échange automatique d'informations. On a cet échange automatique d'informations à disposition donc des banques vers les États sur les comptes qui sont ouverts par des particuliers ou des entreprises qui va s'appliquer en Europe à partir de juillet prochain dans le cadre du dispositif CRS qui a été voté, DAC 2, la directive. Et puis là, on va encore un peu plus loin, sous recommandation de l'OCDE qui avait émis ce qu'on appelle l'acronyme BEPS, qui est en fait une lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Et l'OCDE a dit il y a quelques années de cela qu'il fallait, en 2015, qu'il fallait lutter contre cette disposition agressive. Et donc là, c'est la transposition en quelque sorte des recommandations de l'OCDE, donc dans le cadre d'une directive ou d'un règlement d'un texte européen qui a été annoncé donc le 21 juin prochain. Alors, le problème, c'est que tout ça reste très flou. C'est-à-dire que les intermédiaires, les conseillers, les avocats fiscalistes, les banquiers qui recommandent, qui orientent les particuliers ou les entreprises vers de l'optimisation fiscale agressive devront le déclarer, se mettre à nu face aux autorités. Mais quel type d'optimisation est considérable comme agressive ou illégale? Alors, il faut reprendre le contexte. Le contexte, c'est dès l'instant où il y a deux États membres de l'Union qui sont partis à l'opération. Il ne s'agit pas de sanctionner des dispositions ou des schémas fiscaux internes de chaque État membre. Donc, dès l'instant où il y a deux États membres, donc dispositifs transfrontières, comme ils disent, donc il faudra déclarer au préalable ou dans les 5 jours qui suivent la recommandation qui est donnée par l'intermédiaire aux particuliers ou aux dirigeants d'entreprise, il faudra que ce dirigeant d'entreprise ou son intermédiaire le présente aux autorités locales de son pays, dès l'instant où il y a, nous dit la proposition de texte, 18 marqueurs qui sont des indices, en quelque sorte, qui laissent penser que le schéma est peut-être un peu trop agressif. 18 marqueurs en même temps ou l'un des 18 marqueurs? L'un des 18 marqueurs. Alors, la Commission nous a donné tout un tas d'avantages à la Prévert, mais je peux essayer de donner quelques exemples. Par exemple, dès l'instant où on va utiliser une convention fiscale qui fait que par les failles qui existent dans les conventions bilatérales entre chaque État, on puisse s'engouffrer et par exemple éliminer une imposition sur le revenu, une imposition sur les plus-values pour les particuliers ou voire échapper au droit de succession. Voilà quelques-uns des marqueurs en effet qui rendent une optimisation fiscale parfois trop agressive, peut-être illégale. En tout cas, il faudra désormais déclarer tout cela. Enfin, et encore, on est sûr que tout ça va entrer en œuvre ou il y a encore des étapes à franchir? Vous savez comment fonctionnent les textes européens. Les textes européens sont proposés. La Commission européenne a le monopole de proposition des textes. Et puis, il va être discuté dans ce qu'on appelle un trilogue entre le Conseil européen et puis le Parlement européen. Mais là, il semble y avoir une unanimité de l'ensemble des 28 États membres, 28 avec l'Angleterre. Et je rappelle juste que la Commission européenne le vise dans sa proposition de texte et dans son annonce au Royaume-Uni depuis 2004. Ce même type de schéma existe. Et je rappelle aussi que
dès l'instant où on rentrerait dans un dispositif qui serait un peu trop agressif aux yeux des marqueurs, donc eh bien on devrait transmettre automatiquement à l'État membre donc l'information comme quoi on veut mettre en place ce dispositif. Et il y aurait aussi cet échange, cette automaticité des échanges. Je vous trouve extrêmement bienveillant vis-à-vis de cette mesure. Vous estimez que c'est un pas en avant, c'est plutôt vertueux là ce qui se met en place? Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les crises, on s'est rendu compte, depuis le scandale du Panama Papers, depuis l'affaire Ritchie aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des évasions fiscales relativement importantes. Juste, la Commission nous dit qu'il y aurait entre 50 à 70 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Et sur des schémas qui sont le plus souvent sophistiqués. Il y a la fameuse doublette irlandaise, le sandwich hollandais, enfin, tout un tas... Le sandwich hollandais est superbe, mais tout un tas de schémas qui sont effectivement complexes et qui sont à disposition des grandes entreprises, des multinationales ou des plus fortunés des résidents de l'Union européenne. Eh bien, la Commission dit c'est 50 à 70 milliards d'euros d'évasion fiscale, il y en a marre. Aux États-Unis, c'est 100 milliards de dollars par an. En Europe, c'est 50 à 70 milliards, je répète, par État membre. Par État membre. Les Panama Papers, la Commission fixe à 173 milliards d'euros l'évasion fiscale. Et dans ces périodes de disette budgétaire, dans ces périodes où on demande des efforts à tous, la Commission dit les plus riches, eux aussi, doivent contribuer parce que là, ils abusent un peu des failles des dispositifs fiscaux internationaux. Et donc désormais, les intermédiaires aussi sont criblés, devront déclarer dans les 5 jours un conseil d'optimisation fiscale agressive qu'ils auraient éventuellement formulé auprès d'un de leurs clients. Voilà. Exactement. On renforce la transparence. Est-ce que vous ne craignez pas malgré tout des effets pervers? L'effet pervers, c'est les frontières entre l'optimisation fiscale et puis l'évasion. Oui. Je rappelle que tout un chacun a le droit d'optimiser fiscalement sa stratégie. Oui, mais les marqueurs sont clairs, là. Vous nous disiez, il y a 18 marqueurs. Il y a 18 marqueurs, mais si, par exemple, dans un monde où tout le monde bouge, dans un monde où les enfants sont tous aujourd'hui amenés à voyager et à s'installer dans d'autres États, est-ce que pour autant, le fait de s'installer dans un État qui aura une fiscalité plus agréable en matière de succession, par exemple, rentre dans le cadre d'une stratégie, alors même que le fait est là. Donc, l'intention des partis est quand même un élément qui est important. Donc il faudra faire attention à ce que dans la transposition de ces textes, une fois qu'ils sont votés, je rappelle que la Commission vise ça pour le 1er janvier 2019, dans la transposition des textes, à partir du moment où ça serait une directive qui serait votée, il faudra quand même s'assurer avec le Trésor français, donc avec Bercy, que l'application de ces textes ne va pas nuire simplement à une bonne stratégie patrimoniale qui repose aussi sur certains avantages fiscaux qui peuvent exister dans le cadre de notre règlement interne, dans notre droit interne, mais aussi dans le cadre du droit international qui est là aussi pour protéger les particuliers. L'époque est à la transparence, on le voit beaucoup en politique, on le voit aussi dans tout ce qui est fiscal et financier à travers cette avancée européenne. On va le présenter comme une avancée en effet, et c'est européen aussi, hein. Beaucoup de gens se plaignent de l'Europe, mais pour le coup c'est une initiative aussi européenne en suivant les conseils et les recommandations de l'OCDE. Les temps sont à la transparence pour les conseillers puisque tout ça s'ajoute aussi à MiFID II, cette nouvelle réglementation qui renforce parallèlement les impératifs de transparence, plus de rétrocession possible bientôt sur pour les frais, l'application des frais qui sera un petit peu différente. Est-ce que ça aussi c'est un pas important et vertueux pour vous? Oui, je voudrais rappeler 2 choses. La première, c'est que si jamais il y a une régulation au niveau européen, c'est pour éviter de renégocier les 3500 conventions fiscales bilatérales. Hein, c'est un texte supranational qui va s'imposer, bien évidemment, dans nos droits internes. Sur le second point, sur MIF 2 ou DDA, qui sont les nouvelles régulations à la fois sur la vente, la proposition de services financiers ou de services d'assurance qui vont s'appliquer le 3 janvier 2018 au plus tard, ou le 23 février 2018 au plus tard, donc dans presque 6 mois, et bien là, on va avoir des obligations de transparence, on va avoir des obligations de gestion des conflits d'intérêts, où nous allons être soumis à tout un tas de contraintes qui, et ça je le rappelle, ce sont des textes européens qui sont applicables dans les 28 États de l'Union, mais en France, nous avons les conseillers de gestion de patrimoine indépendants, les conseillers en investissement financier ont déjà une régulation qui existe depuis 2007. Donc nous sommes déjà préparés et nous sommes déjà vertueux. L'AMF, qui est l'autorité de contrôle, bien sûr, de ces CIF, donc nous le redit à chaque fois qu'on les rencontre, nous sommes déjà des gens extrêmement régulés et nous protégeons l'épargnant en ayant déjà pris les devants par rapport à ces nouveaux textes. Eh bien voilà, c'est dit. C'est Benoît Lombard, associé gérant de Vitam MFO avec nous aujourd'hui sur ce monde qui change, ce monde réglementaire également dont les cadres sont en train d'évoluer. Merci beaucoup Benoît d'être venu nous voir sur BFM Business. À très bientôt. Le CAC 40 toujours en repli modéré, on va dire, moins 0,5%. 5271 points. Dans un instant, vous retrouverez Guillaume Paul, toute l'actu du jour en direct pour l'heure H. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin 10h pour un nouvel épisode d'Intégral Placement en direct avec Cédric. Très bonne journée à tous. À demain.
BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement.